Oui, au nom de l'association généalogique, c'est bon? Alors, je vais y aller. Merci à tous. Au nom de l'association généalogique de l'Anjou, qui organise pour fêter son 50e anniversaire un salon La généalogie et le végétal en Anjou, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Marcel Fournier, venu spécialement du Québec pour donner cette conférence Les faussonniers et les contrebandiers déportés au Canada au nom du roi de France. Monsieur Marcel Fournier est historien, auteur conférencier et généalogiste émérite. C'est une référence internationale dont les travaux de recherche sont incontournables pour qui veut connaître l'histoire des pionniers venus peupler la Nouvelle-France. Chercheur infatigable, la France l'a fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Le fichier origine, vous avez une petite fiche à l'accueil. Le fichier origine qui identifie chaque pionnier venu de France à partir du début du XVIIe siècle. Le dictionnaire des soldats français venus de toute la France pour renforcer l'armée de Montcalm afin de maintenir la présence française au Québec. Et tant d'autres recherches qu'il serait trop long d'énumérer ici. Il vient nous présenter aujourd'hui son 47e ouvrage. Excusez du peu. Absolument passionnant. Alors cet ouvrage, c'est celui-là. Malheureusement, il n'y en a plus. Il faudra le commander chez votre libraire préféré. Donc, son 47e ouvrage, absolument passionnant, et un excellent outil pour partir à la recherche de nos racines communes. Marcel, je vous donne la parole. Alors, merci beaucoup, Marie-Yvonne. Merci au Cercle généalogique, à l'Association généalogique d'Anjou de m'avoir invité. Bon matin à tout le monde. Alors, j'espère que je ne vous casserai pas les oreilles avec mon accent au départ, mais après 15 minutes, vous allez voir, vous allez quand même vous habituer. Alors, cette conférence que j'ai préparée presque exclusivement pour ce congrès, donc ça me fait plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Alors, donc, on va y aller quand même pas rapidement, mais donc après, vous aurez le loisir de poser des questions si vous voulez. Alors donc, cette conférence, donc, ça s'inscrit dans le cadre d'une recherche menée depuis 2020 pour mettre à jour les informations existantes sur les faussonniers, contrebandiers et braconniers déportés entre 1730 et 1743. La présente recherche a été faite en collaboration avec deux éminents historiens et archivistes, Rénal Lessard, qui est directeur des archives nationales du Québec à Québec, et M. Gérard Malchalos, qui avait publié en 1940 un article sur les faussonniers. Donc, il y a deux publications du livre, malheureusement, un qui est épuisé, qui n'est pas épuisé, mais que je n'ai plus ici, l'édition française, et il y aura aussi une édition québécoise. Pourquoi une édition française et pourquoi une édition québécoise? Parce que vous savez, les livres québécois, là, on ne trouve pas ça dans les centres d'archives, dans les universités ou dans les bibliothèques en France. Mais quand le livre est publié chez un éditeur français, on a plus de chances qu'il soit dans ces institutions ou dans ces bibliothèques-là. Alors donc, c'est pour ça qu'il y a eu deux éditions et je remercie beaucoup les éditions Archives et Culture de Paris de m'avoir permis de publier chez eux à Paris. Donc, l'histoire des faussonniers et des contrebandiers déportés est assez fascinante à plusieurs points de vue, car il s'agit d'une migration contrainte par les autorités françaises à la demande des administrateurs de la Nouvelle-France. Les objectifs du gouverneur et de l'intendant étaient de permettre la venue de nouveaux migrants au Canada afin d'assurer une main-d'œuvre à ses habitants. Alors, c'est quand même intéressant parce que, comme je le mentionne, c'est contrairement aux pionniers qui sont venus au 17e siècle, ce ne sont pas des engagés, ce ne sont pas des volontaires, ce ne sont pas des militaires. C'est quand même une immigration contrainte parce qu'ils étaient obligés, en fin de compte, de venir, non pas seulement en Nouvelle-France, mais aussi dans les colonies françaises, c'est-à-dire la Guyane, l'Acadie, Saint-Domingue, etc. Donc, est-ce que les objectifs ont été atteints? Vous allez voir à la fin. Je ne crois pas, mais vous allez voir. Alors, la gabelle et la contrebande du sel en France depuis le Moyen Âge. Un petit rappel historique, si vous voulez. Alors donc,
depuis le Moyen Âge, c'est un impôt. Depuis 1342, c'est probablement le plus vieil impôt en France et le plus détesté aussi, d'accord? Donc, un monopole d'État sur la vente du sel. Le sel est vendu dans les greniers administrés par les agents du roi et vendu par ces intermédiaires avec aussi la taxe. Donc, qui dit taxe dit automatiquement contrebande. Hein? Donc, ça va. Aujourd'hui, chez nous, il y a de la contrebande des cigarettes parce que, je veux dire, l'État met un monopole sur les cigarettes, donc il y a de la contrebande. Alors, partout, l'alcool, c'est la même chose, etc. Bon, ici, même en France, sans que ce soit de la contrebande, il y en a plusieurs qui vont en Andorre acheter leur boisson ou leur cigarette parce que c'est moins cher dans ce sens-là. Donc, les contrebandiers, comme on voit, ils achètent du sel dans des régions où la gabelle était moins chère et la revendaient dans des régions où c'était plus cher. On voit ici, c'est quand même intéressant, deux belles régions. En fin de compte, le marais Salente-Guérande, dont plusieurs probablement connaissent, qui produit du sel depuis le Moyen Âge sur un territoire quand même de 1650 hectares. C'est, en tout cas, tous ceux qui ont déjà visité Guérande, je pense que c'est immense, les salines à Guérande. Donc là, on produit du sel, qu'on appelle du sel de mer, tandis que dans l'ouest, c'est-à-dire, il faut voir que je me trompe de côté, là, mais dans l'ouest de la France, on est plutôt, en fin de compte, sur des mines de sel où on voit ici la saline de Royal d'Arc-en-Senans, qui est quand même un peu postérieure à mon histoire de la contrebande, mais quand même qui illustre assez bien l'importance du sel. Alors, vous savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, le sel, on conservait tout dans le sel. On conservait la viande, le poisson, on conservait à peu près n'importe quoi. Je pense que juste le pain qu'on ne conservait pas, mais on mettait du sel dans le pain, fait que ça aidait aussi à le conserver. Quand on voit la carte des gabelles en France au 18e siècle, donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant de voir toutes les régions de France. En fin de compte, vous voyez en Bretagne, il n'y en a pas de gabelle. Alors donc, vous voyez ici des régions où il y en a un peu plus, puis des grandes régions, surtout le nord de la France, tout ça, où il y a l'imposition et la grande gabelle est quand même assez chère. Alors, c'est intéressant de voir cette carte-là de la gabelle au 18e siècle. Et ça me rappelle parce que quand j'ai fait ma recherche, j'ai lu quand même quelques livres sur la contrebande du sel ou la gabelle en France. Et c'est quand même étonnant parce qu'on parle d'offenses, en fin de compte, d'amendes qui sont imposées aux contrebandiers. On parle aussi les galères, mais on ne parle jamais de déportation vers les colonies. Je ne parle pas seulement de la Nouvelle-France, là, je parle des colonies. C'est quand même surprenant dans plusieurs des livres que j'ai consultés avant de faire ma recherche. Les greniers à sel en France. Vous avez deux bels exemples à Crante, dans les Pays de la Loire, donc pas tellement loin d'ici, là. Un grenier à sel, est-ce qu'il y en a qui le connaissent, qui l'ont déjà vu? Oui, bon. Et un qui est très, très connu, c'est bien sûr à Honfleur, le grenier à sel à Honfleur, qui est immédiatement dans le vieux port de Honfleur. Alors donc, les peines données aux faussonniers et aux contrebandiers en France. Alors, sous l'Ancien Régime, il y a au moins 8000 faussonniers qui ont été condamnés en France. C'est quand même un nombre quand même assez important. Donc, la première offense, c'était l'emprisonnement, saisie de matériel, amende selon la gravité des cas. Il fallait voir aussi si c'était des petits contrebandiers qui faisaient ça avec le sac de sel sur le dos ou ceux-là qui faisaient ça en charrette ou ceux-là qui faisaient ça en grande quantité. Alors donc, les peines étaient différentes selon la gravité des cas. Deuxième offense, c'était l'emprisonnement, la saisie du matériel et l'envoi aux galères pour des périodes de 3 à 9 ans. Ça, c'était quand même pas drôle, bien, 3 à 9 ans des galères, là. Ou l'envoi à perpétuité dans les colonies françaises, comme j'ai mentionné tantôt, Saint-Domingue, la Louisiane, l'Acadie et le Canada. Alors, c'est quand même ce groupe-là qui m'a principalement intéressé, ceux qui sont envoyés dans les colonies françaises. Il faut dire que les offenses subséquentes, bien, c'était la peine de mort, ou encore, il y avait un enrôlement dans l'armée française qui pouvait réduire ou éliminer les peines. Alors, il faut penser que mes contrebandiers qui sont venus au Canada, ce n'était pas leur première offense, hein? C'était déjà à leur deuxième offense. Alors, c'est pour ça qu'ils étaient bannis, et c'était quand même à perpétuité, hein? C'est dans tous les ordres du roi, c'est jamais marqué avec possibilité de retour en France, c'était à perpétuité.
On voit ici un grenier à sel au 18e siècle en France, une belle illustration. Et il n'y a pas tellement d'illustrations. J'ai cherché beaucoup dans l'iconographie pour trouver des illustrations de contrebande du sel ou en fin de compte dans ce sens-là. Mais on n'en voit pas beaucoup. On comprend que de la contrebande, on n'en fait pas trop la publicité, on ne l'illustre pas trop. Mais ici, le premier grenier à sel, celui-là qui est en couleur ici, je l'ai trouvé au musée de la Douane à Bordeaux. Alors donc, c'est intéressant. Et l'autre, c'est une illustration inconnue, non datée et dont on ne connaît pas l'auteur, mais qui quand même illustre assez bien là, des officiers qui vont dans une maison pour faire la vérification de sel de contrebande. Une caravane de muletiers transportant du sel en Bretagne. Alors donc, il faut dire qu'il y en a qui le faisaient légalement aussi. Hein? Il n'y a pas seulement que des contrebandiers. Bien sûr, le sel, il fallait quand même qu'il circule un peu partout dans la France. Donc, on voit ici une autre illustration de caravanes de muletiers avec des transportants du sel. Alors, les contrebandiers du sel, maintenant déportés au Canada. Alors donc, on dit des fois déporté, des fois exilé, mais le mot déporté est encore plus fort qu'exilé. Alors donc, selon l'édition québécoise ou l'édition française, un emploie exilé, l'autre emploie déporté. Alors donc, on voit ça. Alors donc, les faux-sauniers et contrebandiers et braconniers déportés au Canada. L'intendant de Québec, G. Locard, appuie une migration de population bien particulière vers la Nouvelle-France dans un premier quart du 18e siècle. Ils sont contrebandiers du sel. Ils sont présents sur les limites des pays de grande gabelle, consommation du sel obligatoire et très taxée, comme la Touraine, ou des pays rédimés où le sel est un produit bon marché, comme le Poitou, l'Aunis, la Sainte-Onge. Les sanctions et les punitions, comme je l'ai mentionné, à la rencontre sont terribles, amende, emboire galère, encore bannissement à perpétuité. Alors, c'est quand même intéressant parce que en Nouvelle-France, au 17e siècle, on a une migration de France vers la Nouvelle-France, vers l'Acadie aussi, assez importante. Mais au 18e siècle, on a beaucoup moins d'immigrés, c'est-à-dire des immigrés volontaires qui viennent en Nouvelle-France, mais on a deux groupes particuliers, en fin de compte, trois groupes, si on veut, d'individus qui sont pas nécessairement volontaires. On a les soldats des troupes de la marine, donc un très grand nombre qui viennent entre 1700 et 1760. On a ensuite de ça, bien sûr, mes faux-sauniers, quand on pense qu'il y en est quand même venu tout près de 900 sur une période de 1730 à 1743. C'est quand même assez court. Et ensuite de ça, on a un autre groupe aussi de 1720 à 1740 qu'on a appelé les fils de famille. Mais ces fils de famille étaient principalement originaires de la région de Paris. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est les fils de famille, mais c'est des gens qui ont déshonoré la famille par des larcins, des viols, l'ivrognerie, etc. Et les parents demandent au roi, en fait, contre l'administration de France, de les bannir du pays, parce que vous savez qu'à cette époque-là, déshonorer la famille, c'était quand même très important. Donc, on a un groupe à peu près d'une 150 fils de famille qui sont venus, mais il y en a resté à peu près une quarantaine, si on veut. Donc, 900 Français contraints de passer sous les ordres de Louis XV. Alors, c'est quand même beaucoup de personnes. Donc, en raison de l'absence de précision dans les archives françaises, il est très difficile de distinguer les faux-sauniers, des contrebandiers, des braconniers ou des dépointeurs. Alors, donc, on m'a posé la question en Niort, qu'est-ce qu'un dépointeur? En fin de compte, c'est un squatteur. C'est quelqu'un qui occupe une maison sans permission. Alors, donc, ça vient du mot pointeur. Donc, la correspondance officielle entre le ministre Maurepas, le gouverneur Beauharnois et l'intendant Hoccard ne fait pas toujours la distinction entre les faux-sauniers et les contrebandiers, les dépointeurs et tous les autres gens qui sont envoyés sous peine au Canada. On voit ici un schéma qui représente les niveaux de l'administration royale à la sélection des faux-sauniers pour le Canada. Bien, il faut dire aussi que, en fin de compte, même si ils étaient pris de contrebande, il y avait quand même un procès qui avait lieu. Ensuite de ça, il y a eu
toute une démarche. Donc, vous voyez ici la démarche assez complète. Des fois, difficile à comprendre, mais moi aussi, j'ai de la difficulté à comprendre ce genre de tableau-là. Mais, je veux dire, il y a toute une hiérarchie là-dessus. Il faut dire que les faux-sauniers, quand ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés immédiatement. Avant qu'il y ait le procès, ça prend des fois une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc, ils sont emprisonnés pendant cette période-là. Ensuite de ça, là, on fait une sélection des faux-sauniers. C'est sûr qu'on prend ceux qui sont envoyés au Canada. Normalement, c'est des célibataires, généralement en bonne forme, mais quand même, on va voir un peu plus tard qui sont ces gens qui viennent au Canada. Alors, les administrateurs royaux, responsables, en fin de compte, de la venue des faux-sauniers, on a ici, bien sûr, Maurepas, le ministre, Philibert Houry, qui est le secrétaire à Paris, et Charles de Beauharnois, qui est le gouverneur, et l'intendant Gélocard. Donc, on voit la correspondance qui est échangée entre ces 4 individus-là. En fin de compte, c'est comme 2 sur 2, parce que quand Maurepas écrit, Houry est souvent à sa signature, et la même chose pour l'intendant et le gouverneur de la Nouvelle-France. Des très belles illustrations, en fin de compte, de ces personnages quand même importants pour nous dans l'histoire, mais qui, pour ceux qui sont Maurepas, bien sûr, c'est un personnage assez bien connu dans l'histoire de France. Quand on regarde l'origine provinciale des faux-sauniers, donc vous voyez ici l'Anjou, 78, donc c'est quand même un bon nombre. L'Auvergne, Berry, bon, vous voyez la liste, je ne vous en ferai pas la lecture, mais ça vous donne une idée quand même des régions, en fin de compte, où les contrebandiers, d'où ils viennent. D'où ils viennent ne sont pas nécessairement l'endroit où ils ont été arrêtés. Hein, parce que, comme exemple, on voit ici, en Bretagne, il y en a 38. Et il n'y avait pas d'imposition du sel. Donc, c'était rentable de prendre du sel en Bretagne et de l'amener en Anjou. Hein? Donc, ça vous donne quand même une idée, à peu près, de ces personnages. Les principales prisons ont été détenues les faux-sauniers avant leur départ. Ça aussi, c'est quand même intéressant parce que dans les listes que le ministre envoie au gouverneur et à l'intendant de la Nouvelle-France, on a souvent la prison d'où ils sont tirés. Alors donc, vous voyez ici, certaines prisons, vous voyez qu'il y en a quand même assez loin, là, de Grenoble, bon, Fort-l'Évêque à Paris, Thouars, dans les Deux-Sèvres, Vitry, etc. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de registre d'écrou. J'aurais aimé ça, trouver des registres d'écrou. Il y en a, le seul endroit qu'il y en a, c'est à Paris, mais vous savez, les archives de Paris, vous pouvez passer 1 an à trouver une personne. Hein? Alors donc, j'ai pas osé faire la recherche, mais je sais qu'il y en a quand même quelques-uns. Donc, vous voyez que les gens sont emprisonnés quand même assez loin de leur port d'embarquement, qui sera de La Rochelle, comme on le verra tantôt. Les prisons françaises de Thouars et de Paris, donc l'ancienne prison de Thouars, la tour, je ne me rappelle plus comment ça de Galles, du prince de Galles, donc à Thouars. Donc, c'était quand même passé 1 mois, 2 mois dans ces prisons-là. Ça ne devait être pas trop agréable non plus. Alors, vous voyez ici la correspondance, la lettre du gouverneur Beauharnois et de l'intendant au ministre Maurepas. Alors, c'est dans cette correspondance-là qu'on voit tout le détail, en fin de compte, de l'information. Et c'est très, très intéressant. Et vous voyez aussi la très belle écriture. On n'est pas dans les registres paroissiaux, dans les actes notariés, où, en fin de compte, il faut apprendre à déchiffrer la lecture des actes. Mais là, ici, on est devant des belles lectures. Donc, vous voyez, c'était conservé aux archives des colonies. Donc, souvent, ces documents-là sont aux archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, mais plusieurs documents ont quand même été numérisés depuis quelque temps. Exemple, ici, vous avez la lettre d'Houry à Maurepas à propos de la déportation de Barthélemy Constant. Alors, c'est quand même intéressant parce que là, c'est là qu'on voit, en fin de compte, tout le détail, en fin de compte, de l'information. Vous voyez, il est un fraudeur, un contrebandier de profession. Alors, donc, lui, hein, il fait ça. Il a été surpris en 1731, ensuite, il était à Metz, il y a eu un saut de conduit, etc. Alors, donc, vous voyez un peu ici toute l'information de transmission de la correspondance concernant
la plupart des faux sauniers. C'est à partir de ces informations-là, il y en a plusieurs. Alors donc, on voit en détail leur cheminement dans une certaine mesure. Alors, d'une fois qu'il y a une décision de les envoyer au Canada, bien sûr, donc il faut qu'ils se rendent. Donc, les ports d'embarquement, c'est pas compliqué, c'est La Rochelle, Rochefort et Aix, l'île d'Aix. Alors donc, il y a 3 navires qui les transportent entre 1730 et 1743. Donc, le Héros, le Jason et le Ruby. Ce sont 3 navires royaux, bien sûr. C'est 3 navires du roi. On ne les envoie pas sur des navires marchands, à quelques rares exceptions. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'imaginez quelqu'un qui part de la prison de Grenoble, puis il s'en va, on l'amène jusqu'à La Rochelle pour l'embarquement. Donc, souvent, les chaînes aux pieds, les chaînes aux poignets, marcher pendant tout ce temps-là. Alors donc, il y en a plusieurs qui sont morts en cours de route. Il y en a qui sont morts à l'arrivée à La Rochelle. Puis, il y a un nombre de décès inconnus, en fin de compte, sur les navires. Vous avez un exemple du type de navire qui a transporté les faux sauniers, mais qui ne transportait pas uniquement des faux sauniers. On avait aussi dans ces navires-là qui pouvaient contenir 250 à 300 passagers, aussi des soldats. Il y avait les soldats de marine du bateau, il y avait les marins du bateau, etc. Donc, on pouvait atteindre 350 personnes sur un petit bateau comme ça. Alors donc, puis quand on pense que la traversée pourrait durer entre 54 et 106 jours, ceux qui arrivaient au bout de 106 jours, là, ça ne devait pas être trop beau à voir. Il vaut mieux pas avoir un portrait d'eux autres. Hein? Alors, vous voyez ici, ce qui est intéressant, le drapeau de la France, hein, qui n'est pas le tricolore, hein, parce que souvent, on voit des navires de l'époque de la Nouvelle-France avec le drapeau tricolore. Donc, c'était le drapeau blanc, qui était le drapeau officiel de la France à cette époque. Port d'embarquement, comme je l'ai mentionné, La Rochelle, Rochefort. Il faut penser aussi que là, on a une vue à l'intérieur, non, à l'extérieur, c'est à l'extérieur des tours. Donc, les navires, les grands navires de mer n'entraient pas dans le port de La Rochelle, hein, donc la même chose. Donc, on était toujours en rade. Donc, on devait transporter. On voit surtout dans les journaux de bord des navires, on en a quelques-uns journaux de bord. Donc, le capitaine qui tient son journal, on voit à partir de l'affrètement, de l'embarquement, jusqu'à l'arrivée au débarquement, le retour, il met la longitude, la latitude à tous les endroits de son circuit. Et donc, on voit qu'en premier, il embarque la marchandise. Ensuite de ça, arrivent les marins et les prisonniers sont embarqués en dernier. Et donc, on les embarque dans des chaloupes qu'on les transporte en fin de compte. Donc, jusqu'au navire pour l'embarquement. Ça vous donne un portrait de la Nouvelle-France vers 1750, bien sûr, à l'époque des faux sauniers. Donc, vous voyez que la Nouvelle-France, c'est un immense territoire, donc qui va de la Louisiane presque à l'ouest canadien, donc toute la vallée laurentienne, une partie de l'Acadie, parce qu'il faut penser qu'à partir du traité d'Utrecht en 1713, la baie du Son est française et anglaise, tandis qu'une partie de l'Acadie est devenue, avec Halifax, anglais, mais vous voyez ici toute la zone, en fin de compte, la côte ici, qui est anglaise, et une partie, bien sûr, la Floride, et une partie espagnole. Il faut penser que dans tout cet immense territoire-là, ici, tout ce qui est en bleu, il y avait à peu près à cette époque-là 60 000 habitants, tandis que dans la partie de la Nouvelle-Angleterre, il y en avait 1 million. Alors, vous voyez, ce qui prouve que les Français ne sont pas des migrateurs. Hein, contrairement aux Hollandais, aux Allemands, ou même aux Norvégiens, etc. Donc, les Français, quand ils émigrent, c'est toujours peut-être dans l'espoir de revenir au pays de leur origine un peu plus tard. Alors, les sources concernant les faux sauniers, ça vous donne quand même une idée très rapide. Donc, il y a 4 auteurs qui ont travaillé sur la recherche concernant les faux sauniers. Gérard Marcella, c'est en 1944, comme je l'ai rappelé tantôt. Donc, lui, il en avait identifié 648. Quand on regarde les listes ici, c'est à partir des listes officielles et d'autres informations glanées ici et là qu'on peut trouver un nombre correspondant pour chaque auteur. En tout cas, ceux qui sont présents au Canada, vous voyez ici que ça tombe beaucoup. Bon, passons quand même les personnes, mais dans mon cas ici, moi, j'en ai identifié 824 et j'en trouve
Non, c'est-à-dire que dans les listes concernent 824 et moi, j'en ai identifié formellement 396. Alors, il y en manque à quelque part. Il y en a quand même pas 400 qui sont morts dans la traversée. Hein? On verra ça un petit peu plus tard. Où sont-ils passés? Bon, je passe celle-ci. Là, c'est les chercheurs qui ont travaillé sur différents projets concernant les faux-sauniers. Alors donc, lorsque les faux-sauniers arrivent en Nouvelle-France, ils arrivent tous à Québec. Donc, les navires, à cette époque-là, peuvent se rendre à Québec. Avant 1680, tous les navires arrivaient à Tadoussac, et de Tadoussac, ils étaient transportés sur des grandes chaloupes, en fin de compte, pour les amener à Québec. Mais à partir de 1730, les navires arrivent à Québec, mais ils ne sont pas à quai. Hein? Ils sont aussi en rade. Donc, on transporte encore une fois les marchandises, les prisonniers, etc. Donc, on voit ici que l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est quand même l'endroit où on trouve un plus grand nombre de faux-sauniers. Pourquoi? Parce que dès leur arrivée à Québec, plusieurs étaient malades. Tu sais, les faux-sauniers, ce pas des gens qui avaient le pied marin, hein? Ils n'étaient pas habitués sur la mer trop. Alors donc, plusieurs étaient hospitalisés. Et donc, on voit dans les registres de l'Hôtel-Dieu la mention « lettre de cachet » qui peut faire référence à un faux-saunier ou encore un contrebandier ou encore un fils de famille. Ce n'est pas toujours clair, l'information. Alors, on a un exemple ici du registre des malades de l'Hôtel-Dieu. On a conservé au Québec un document exceptionnel de 1689 à 1760, qui est le registre d'entrée des malades à l'Hôtel-Dieu de Québec. On les a parrainés. Et donc, vous voyez ici un exemple, dans le sens 1732, le 28 août, André Boudier, 33 ans, de l'Anjou, lettre de cachet. L'autre ici, il y a une petite erreur. Là, ici, c'est du fort François, c'est plutôt Orléans, la ville d'Orléans, et non pas l'île d'Orléans. Donc, vous voyez ici Auvergne, Franche-Comté, etc. Il y en a quand même que c'est assez quand même bien précisé, comme on voit ici Delacroix, Pierre, Damien. Bon, la ville d'Amiens, on a compris, hein? À un moment donné, on vient qu'on comprend ce qu'ils veulent dire, hein? Navire Le Rubis, lettre de cachet, faux-saunier. Bon, lui, on sait que c'est réellement un faux-saunier. Alors, ce qui était quand même intéressant de noter là-dessus, c'est que vous voyez les dates d'entrée. Ça me dit quoi, ça, dans ma recherche? Ça me dit que le navire est arrivé le 28 août 1732 à Québec. Parce que là, on ne les garde pas sur le bateau dans la chaloupe pendant 3 jours. Ils s'en vont à l'Hôtel-Dieu. Et pourquoi les religieuses mettent tant d'ardeur, en fin de compte, à bien identifier les individus? Bon, il faut penser aussi que les noms sont écrits à l'oreille, hein? Donc, il y a des variantes là-dessus. Alors, donc, on voit ici. Donc, pourquoi on précisait ça? Parce que les religieuses hospitalisaient ces gens-là et donc envoyaient la facture au roi. Donc, il y avait intérêt à avoir un bon détail des hospitalisations. Ce que je n'ai pas mentionné là-dessus, c'est qu'on a les journées d'hospitalisation aussi. Hospitalisés pendant 3 jours, pendant 10 jours, etc. Donc, on a une information quand même assez précise. Alors, vous voyez ici, donc, le navire est arrivé le 7 août 1737. Hein, donc, on voit tout de suite par rapport aux entrées à l'Hôtel-Dieu. Alors, quelques données sociodémographiques, toujours intéressant, parce que moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est faire aussi des tableaux sociodémographiques qui permettent de comprendre ou d'établir, en fin de compte, le nombre de personnes. Donc, 1730 à 1743, selon les listes officielles, il y en a 638. Moi, j'en ai trouvé 186 de plus, avec d'autres documents d'archives, le registre de l'Hôtel-Dieu de Québec, les archives judiciaires, parce qu'il y en a un qui s'est sauvé, les archives notariales, les registres paroissiaux, bien sûr. Donc, ça vous a donné quand même le total là-dessus. Donc, sur mes 824, j'en ai 396 dûment identifiés, puis j'en ai 428 qui sont partis dans la nature. Remarquez aussi que on commence assez faiblement ici, voyez-vous, en 1730, il y en a 24, puis il y en a 11 qui sont présents. Il faut dire qu'il y en a qui ne se sont pas embarqués. Ils étaient trop malades pour être embarqués à La Rochelle, donc on les a gardés. Il y en a un, je me rappelle, on l'a gardé à l'hôpital.
mais il était quand même assez en forme pour se sauver de l'hôpital, par exemple. Alors donc, il y en a qui ont disparu comme ça. Vous voyez, l'année 1738, il n'y en a pas, pour la simple et bonne raison qu'il y avait une famine au Québec, donc on n'a pas osé envoyer des faux-sauniers. Québec, un peu à l'arrivée des faux-sauniers, donc les navires sont en rade, bien sûr. Alors, le nombre présumé de faux-sauniers et contrebandiers arrivés au Québec par année, donc vous avez quand même une espèce de données statistiques encore. Le nombre effectif qu'on trouve, 633 par rapport à 1824. Donc là, entre 824 et 633, où sont-ils passés? Soit qu'ils ne se sont pas embarqués ou sont décédés en mer. Donc, ça vous donne quand même... Alors, d'où venait-il maintenant? Alors là, on a identifié, ça me fatigue toujours les nouvelles régions françaises. En tout cas, j'aimais mieux les anciennes, c'était plus précis, mais là qu'on parle de certaines régions, mais vous voyez quand même que la région des Pays de la Loire, hein, c'est là qu'il y en a le plus. Hein, surtout en Anjou, la Sarthe, la Mayenne, tout ça, le Maine-et-Loire, bien sûr, qu'on regarde ces trois, moins de la Loire-Atlantique, mais quand même les trois départements principaux de votre région, on voit où il y en a quand même le plus. Ils viennent quand même de 243 localités d'origine, hein, presque toutes des communes rurales. Des villes, là, il y en a. Bon, vous voyez, il y en a 13 d'Angers, il y en a 8 du Mans. Donc, puis l'origine, seulement 6 dont on n'a pas trouvé l'origine régionale. Alors, que sont-ils devenus une fois arrivés au Canada? Bon, encore une fois, on est parti de 1824, on est réduit à 633, puis on en trouve seulement 396. On va regarder l'explication. Donc, inconnus, 161. Ça, principalement, c'est des gens qui ont été hospitalisés à l'Hôtel-Dieu de Québec, puis après ça, ils disparaissent. Il y en a qui ont été engagés comme domestiques, journaliers, serviteurs, quand même un bon nombre, 115. Donc 115 qui, une fois arrivés en Nouvelle-France, c'est l'intendant qui décide de l'envoyer chez un habitant, dans une communauté religieuse, chez un commerçant, etc. Parce qu'on ne peut pas les lâcher lousses dans la nature, comme on dit chez nous. Il faut les encadrer. C'est des prisonniers. Hein? Et donc, ils ont des contrats d'engagement variables. Quelques-uns ont des actes notariés, mais la plupart ne sont pas engagés par acte notarié. Il y en a aussi des artisans, 25, qui travaillent pour un forgeron, pour un boulanger, parce que ces gens-là ont aussi des métiers en France avant de partir. Donc, on voit souvent le métier qui revient. Et enfin aussi, il y a des soldats des troupes de la marine. Qu'on ne sait pas quoi faire avec eux, là, on les intègre dans les troupes de la marine. On les intègre, bien sûr, comme soldats de bas de gamme, si on veut dire, dans certaines expressions. Alors donc, ils sont engagés là, puis là, ils sont engagés pour 6 ans, habituellement. Alors donc, là, on les a bien encadrés. C'est quand même drôle parce qu'on a aussi les fils de famille qui ont été intégrés dans les troupes de la marine. Mais comme les fils de famille qui viennent de la région parisienne sont principalement des fils de nobles, là, on les a intégrés comme cadets, donc dans les officiers, parce qu'on ne peut pas les mettre dans les soldats. Alors, ce qui m'amène à dire où sont passés, je ne sais pas si c'est dans l'autre, non, on va regarder, où sont passés mes 400 autres. Bon, il faut penser qu'entre 1713 et 1745, c'est une grande période de paix en Nouvelle-France, comme en France, bien sûr, et là, je veux dire, les relations sont quand même assez bonnes avec les colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre. Et donc, plusieurs faux-sauniers, avec l'aide des Autochtones, ont réussi à traverser la frontière et s'embarquer pour la France, parce que vous vous rappelez, quand ils étaient chassés à perpétuité. Hein? Alors donc, ils ont réussi à prendre des navires à Boston, à New York, à Portland, dans les ports, et retourner, pas directement en France, mais retourner principalement en Angleterre, mais je pense plus qu'ils sont partis vers les îles Jersey. Comme les îles Jersey est anglo-normand, puis c'est quand même beaucoup plus facile, la relation. Et donc, il y en a probablement plusieurs qui sont partis. Il y en a certains qui ont réussi à embarquer sur des navires marchands à Québec, mais ces gens-là n'avaient pas un sou, hein?
Il était prisonnier, il arrivait ici, il n'avait pas le portefeuille dans la poche, comme on dit. Alors donc, ces gens-là, donc, étaient... certains ont réussi à se sauver, même par des navires de pêche qui sont partis de Gaspé ou même de Terre-Neuve, si on veut. Donc, ils ont réussi à rentrer. Alors, c'est quand même surprenant qu'il y en a près de 400 qui ont disparu sans plus ou moins laisser de traces, sauf à l'Hôtel-Dieu de Québec. Ce qui est dur à voir, c'est où sont-ils rentrés en France? Ça, j'ai presque pas réussi à en trouver beaucoup. C'est sûr que le faux-saunier, il ne retournait pas dans son village d'origine, hein? Parce que là, ça aurait été dangereux qu'il s'est repris encore une fois. Il se perdait dans des populations de villes comme La Rochelle, Paris, Nantes, Bordeaux, tout ça. Des grandes villes, en fin de compte, où on ne peut pas facilement les trouver. Les mariages des faux-sauniers maintenant. Donc, vous voyez ici, selon les régions françaises, québécoises, c'est-à-dire où ils se sont mariés. Donc, on voit bien sûr que plusieurs se sont mariés dans la région de Québec. Hein, c'est là qu'ils arrivaient d'ailleurs. Et donc, vous voyez, puis il y en a 15 qui sont mariés en France. Bon, mais 15 qui sont mariés en France, normalement, ils ne devaient pas être mariés, mais il y en a qui ont été envoyés mariés aussi. Et il y en a qui se sont mariés en France aussi par la suite, et il y en a aussi qui ont fait venir leurs femmes en Nouvelle-France par la suite. Mais c'est minime en quantité. Si on suit la mortalité, bon, c'est à peu près la même chose, mais c'est quand même intéressant. Mais ce que vous voyez ici, là, ce qui est important de noter, c'est que j'en ai 230 qui sont décédés en France. Donc, j'en ai 824, 633, 396, puis moins 230. Il commence à en rester pas mal moins, là, hein? Alors, conclusion, échec ou succès de colonisation. Bon, je me répète encore une fois, mais vous avez quand même l'information aussi. Il manque 128 individus. Donc, sur mes 150 qui me restent à peu près, là, j'en ai 128 qui se sont mariés en France ou au Canada. Et de ce nombre, 122 sont demeurés dans la colonie toute leur vie, soit 16 seulement. Donc, c'est quand même pas beaucoup, 16 bon, c'est dur de les comparer à d'autres groupes. Toute comparaison est boiteuse, hein? Alors donc, on ne peut pas tout à fait les comparer à d'autres groupes, mais quand on regarde que 16 sont restés ici, je ne pense pas que l'intendant Hocquart puis le gouverneur Beauharnois étaient bien contents de ça. Mais il faut dire qu'au début, ils en voulaient des faux-sauniers. Mais vers 1748-49, ils n'en voulaient plus. Parce que là, ils ne savaient plus quoi faire avec. Puis la France était bien contente de s'en débarrasser aussi, hein? Alors donc, vous voyez que la correspondance explique pas mal toute cette information-là. Alors, 122 faux-sauniers, 36 n'ont pas eu d'enfants. Alors là, ils ont réduit encore, hein? 89 ont eu entre 1 et 17 enfants, soit une moyenne de 7,6 enfants par personne. 57 ont laissé une descendance patronymique jusqu'à nos jours. Quand je parle de patronymique, c'est sûr que du côté par les femmes, il y en a plus de descendances, mais selon le patronyme. Donc, vous voyez ici, on a des Larcher, des Chassé, Camiré, Comtois, Dupuis, qui a un ancêtre Gilbert, Gousse, Massé, etc., etc. Donc, vous voyez quand même un peu une idée de ceux qui ont laissé une descendance. On va voir plus en détail. Alors, portrait de quelques faux-sauniers. Jacques Barbe, donc lui, il est né en 1711 à Pellafeuille, dans l'Isère. On est loin, là, hein? Pardon? Oui, c'est ça le portrait officiel. Non, mais c'est parce que vous l'expliquez tantôt. Alors, il épouse, etc. Donc, vous voyez ça ici, l'information. 18 enfants, donc, hein? Et il y en a, parce que des fois, là, j'ai trouvé jusqu'à 24, 26 enfants, mais avec 2 femmes. Mais pour avoir 18 enfants, il faut qu'il y ait des jumeaux, hein? Parce que sans ça, là, ça fait court en période. Alors, il a laissé une descendance au Québec, dont le juge Raoul Barbe. C'est un ami à nous, le juge Barbe. Et c'est drôle parce que quand il rappelle que son ancêtre était un contrebandier puis que lui est juge aujourd'hui, alors ça fait quand même assez intéressant. Donc, vous voyez, il arrive au pays, il est engagé par les religieuses Augustines de Québec. Jean-François Chassé,
Donc, Chassé puis CHA, accent aigu, hein, vous savez que Chassé, c'est la même chose. Donc, lui, il vient de Combeau-Fontaine dans la Haute-Saône, condamné, déporté, port de Rochefort. Il est engagé comme manœuvre aux Forges Saint-Maurice. Les Forges Saint-Maurice, c'est la première industrie sidérurgique au Canada. Hein, donc, il épouse à Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, en 1735. 17 enfants, encore sont nés. Donc, c'est sûr que ça prend bien des enfants pour qu'on trouve une descendance jusqu'à nos jours, des fois. Hein? Et donc, on voit ici Martine Chassé, qui est un artiste peintre originaire de la Beauce. Jean Gousse, donc Béliot, puis Dôme, 1732, condamné, La Rochelle. Il est intégré comme soldat dans les troupes de la marine, lui. Okay? Il épouse 5 enfants. Il a laissé une descendance, un historien qui est à Parc Canada, au fort de Chambly, qui est spécialiste de l'histoire militaire. François Hadde, lui, donc, il vient de l'Anjou, hein, Maine-et-Loire, donc condamné faux-sonnage, déporté à La Rochelle, intégré comme soldat dans les troupes de la marine aussi. Il épouse en 1741 8 enfants. Donc, Hadde a laissé une descendance jusqu'à nos jours. Donc, un écrivain québécois originaire de Granby. Vous savez, faire de la généalogie ascendante, c'est facile aujourd'hui, hein, avec toutes les bases de données, tout ce qu'on peut trouver. Mais faire de la généalogie descendante, ça, c'est un peu plus compliqué. Hein? On peut pas. Parce que on dit, oui, bien, c'est facile, s'il y a juste un ancêtre, oui, mais dans mon cas, mettons, il y a 21 fourniers qui sont venus au Québec, il y en a 18 qui sont mariés, puis il y en a 11 qui ont laissé une descendance jusqu'à nos jours. Alors, donc, vous voyez. Donc, on commence avec le premier, puis s'il y a un fils, bien, on voit s'il se marie, puis là, il y a juste des filles. Donc, il faut retourner aux frères, puis après ça, il faut recommencer. C'est un jeu de les échecs et échelles, là. Un peu ça qu'on joue quand on fait la généalogie descendante. François Pétrin, lui, s'est mis dans le pétrin pas mal. Donc, il vient de Maine-et-Loire aussi. Donc, condamné pour faux-sonnage, déporté depuis le port d'Aix, il arrive engagé comme domestique, lui. Donc, le docteur, les photos qui sont là, il n'a pas demandé la permission à personne. Hein. Nous, au Québec, on a une plus grande liberté concernant les généalogies parce que vous savez qu'on a les actes de mariage jusqu'en 1996, hein, donc qui sont publics. Alors donc, c'est plus facile pour nous de dépasser 1936 chez vous, là, je crois. 1936 chez vous. Bon, je trouve. Puis pour les mariages, mais pas pour les baptêmes, ni pour les sépultures, c'est immédiat. Ça, c'est ce qu'on veut faire chez nous. L'INSEE, avec les sépultures, c'est intéressant parce que je fais une parenthèse. Je regardais dans l'INSEE les décès, puis si on tape Canada, on voit tous les Canadiens, après ça, on peut trouver les Québécois, qui sont décédés en France depuis que l'INSEE fait des statistiques. Alors, c'est quand même aussi intéressant là-dessus. Alors, nous, on demande au directeur d'État civil chez nous au Québec d'avoir accès aux décès, parce que je pense que c'est important de savoir si quelqu'un est décédé, les successions, les héritages, toutes ces choses-là, les dettes, ceux qui ont des dettes, etc. Et là, on avait des difficultés. Mais chez nous, après Dieu, c'est le directeur d'État civil. Fait que là, c'est bien compliqué chez nous là-dessus. Il faut y faire des menaces. On va peut-être demander à quelques avocats d'y envoyer une injonction là, à un moment donné. Là. Ou le faire démissionner. C'est bon, ça aussi. Alors, Trenck. Donc, il vient des Pyrénées-Orientales, encore assez loin, hein? Donc, 1733, arrivé au pays comme farinier. Donc, lui, possiblement, qui était farinier en France, hein, je veux dire, il avait une expérience. Donc, Steve Trenck, un homme d'affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas toujours évident de trouver des photos ici, parce que les photos, je ne vais pas les chercher dans les familles, hein? Je les trouve dans Internet, dans Facebook. Il paraît qu'il y en a dans Facebook aussi. Il y en a qui sont bien bavards dans Facebook. Alors, des sources pour connaître davantage sur les immigrants français établis en Nouvelle-France. Je vais présenter, il y a des dépliants à l'arrière aussi. Il y a une source qui est ma propre base de données que j'ai développée au fil des années, entre 1616 et 1825. J'ai 15 000 entrées là-dedans.
Alors, c'est quand même pas mal de monde, mais ça comprend pas seulement que les Français, ça comprend tous les autres pays européens, les Portugais, les Espagnols, les Irlandais, les Écossais, les Anglais, etc. Et donc, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que cette base de données est accessible gratuitement et vous pouvez chercher par nom, par lieu d'origine, par département, par pays d'origine, par lieu de mariage, au nom du conjoint. C'est intéressant parce que ça regroupe tous les pionniers. Les 8995 pionniers originaires de France. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez pas taper un nom, mais lieu d'origine, mais vous voyez tous ceux du même lieu qui sont partis en Nouvelle-France. Et même plus loin, jusqu'en 1825, hein? Parce qu'il faut penser qu'après la conquête, il y en est venu des Français quand même. Il y en est venu pendant la Révolution française, il y en est venu comme soldats des régiments de Meuron. En tout cas, je ne ferai pas l'histoire là-dessus, c'est compliqué, mais il y a des Français là-dessus. Il y a même des Français qui étaient dans les troupes de mercenaires allemands, mais surtout de l'Alsace et de la Lorraine. OK? Et donc, en faisant ça ici, et donc on peut ici, lieu de mariage, donc on peut dire combien d'habitants d'Angers se sont mariés à Montréal. Vous mettez les deux, puis vous avez réellement le résultat. L'autre base de données, qui est aussi gratuite, c'est le fichier Origine, qui, lui, comprend tous les actes, tous les individus dont on a trouvé un acte, principalement en France. Il faut absolument avoir trouvé un acte, soit son acte de baptême, le mariage des parents, si on va un petit peu plus loin, le baptême de frères et sœurs, etc. Mais il faut absolument avoir un acte. Donc, il y a quand même 6500 fiches détaillées, et encore une fois, on peut faire une multi-recherche à ce niveau-là. En fin de compte, l'autre base de données, c'est la plus importante base de données généalogique au Québec, qui n'a pas été achetée par les Américains. J'espère qu'Ancestry n'est pas ici, puis Philae, là. Bon, en tout cas, nous, on est authentiques. Et c'est important parce que c'est un Québécois qui a monté cette base de données-là. Et sans ça, on sera obligé d'aller voir Family Search ou Ancestry pour trouver nos propres actes. Parce que les Archives nationales du Québec n'ont pas mis tous les actes. Donc, c'est une source de recherche quand même importante. C'est sur abonnement, bien sûr, mais c'est quand même léger. Mais c'est intéressant parce que vous avez aussi, dans ça, si vous trouvez un individu, un couple, à partir de la base de données, bien, vous pouvez, à partir de cliquer, avoir directement apparaître l'acte lui-même. Donc, il y a tous les actes numérisés qui sont accolés à l'index. Alors, mes deux publications sur les faux-sauniers. Donc, ici, vous avez les deux livres, là, soit qui ont été publiés au Québec, ont été publiés en France. Bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et c'est quand même un survol, hein, parce que vous savez, on est trop limité dans les conférences. Hein, donc, je n'ai pas vu personne qui a dormi. C'est bien le matin, c'est correct. J'aime ça quand ça ne dort pas. Alors, s'il y en a qui ont des questions, je suis prêt à y répondre. Merci Marcel. Alors, qui veut poser la première question? Marcel, peux-tu... Bon, alors, numéro 447 de la GENA et également de l'association Loire-Mauche Québec. Donc, nous avons fait nous venons de Nantes, les deux, pour entendre Marcel. J'ai vu qu'il y avait un faux-saunier qui s'appelait Barbe, qui a de la descendance. Oui. Jean Barbe, le prix littéraire France-Québec, ou Québec-France, Oui. pas trop. C'est dans la même famille. C'est de la même famille. Oui, il y a juste une famille Barbe. Il y a juste une famille Barbe au Québec. J'ai eu l'occasion de le connaître à Quimper. Ah, ben c'est bien. Bien comme il faut, à l'époque. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Vous avez tout compris du premier coup? Vous êtes intelligents, vous autres? Bien plus que... Est-ce que dans votre livre, vous répertoriez les 800... Oui, il y a une liste au début des 824 personnes. Là, donc, il y a une liste complète avec la province d'origine, son nom, sa province d'origine et la prison dont il a été tiré. Mais on n'a pas toujours les prisons. Il y en a quelques-uns qu'on a les prisons aussi. Marcel, est-ce que plusieurs faux-sauniers ont abouti au Mississippi?
À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui ont descendu. C'est sûr qu'il y en a qui sont partis vers les forts de l'Ouest. Probablement qu'il y en a qui sont descendus en Louisiane aussi, là. Mais ça, c'est, vous savez, suivre quelqu'un quand on dépasse la frontière, là, c'est un peu plus difficile. C'est comme je disais, c'est comme ceux qui sont rentrés en France, là. Où sont rentrés, on ne sait pas. Des fois, on a quelques détails là-dessus. Et ce que j'aurais aimé trouver aussi, c'est que je n'ai pas trouvé de procès. Mais dans des livres français sur la gabelle ou la contrebande du sel, on trouve des procès, là. Alors, c'est intéressant de voir le déroulement du procès dans ce sens-là. Mais pour mes faussonniers québécois, dans le fond, je n'ai pas trouvé de procès. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Il y a des dépliants en arrière. Malheureusement, des livres, il ne m'en reste plus. Mais ma collègue, Josée, a fait un beau livre aussi sur les fils de famille. Et puis, on a des prix avantageux en arrière sans taxe. Je ne sais pas quoi, on ne veut pas les rapporter. Donc, vous regarderez ça en arrière. Puis, les petits dépliants, les petits feuillets. Merci beaucoup. Alors, grand merci à Marcel Fournier qui nous a fait une présentation magistrale. On voit le grand professionnel de la communication qu'il est. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter un travail d'une richesse extraordinaire. J'ai la chance d'avoir le livre de Marcel et vraiment, je vous encourage à le commander chez votre libraire préféré si vous vous intéressez à ces relations des Français qui sont partis émigrés, forcés, là en l'occurrence, dans ce qui nous a été présenté ce matin, mais aussi de bonne volonté depuis le début du XVIIe siècle. Vraiment, c'est passionnant et toujours enrichissant d'avoir ces relations avec nos racines communes. Alors, merci à tous. J'en profite pour vous dire qu'on est quelques-uns au sein de l'association généalogique de l'Anjou à avoir envie, parce qu'on est sollicité de temps en temps, on aimerait pouvoir faciliter la venue de nos amis québécois à la recherche de leurs racines angevines. Et on pense aussi que peut-être il y a des Angevins qui aimeraient aller découvrir ce magnifique pays qu'est le Québec et ses provinces voisines. Le Canada est vraiment un pays merveilleux où il y a la chaleur que vous avez entendue dans la voix et le magnifique accent de Marcel. Donc, vraiment, merci à tous. Et n'hésitez pas à solliciter l'association généalogique de l'Anjou, peut-être en me mettant destinataire, ou en mettant que c'est à mon attention. Je m'appelle Marie-Vonne Ploquien. Je ne me suis pas présentée au début. Je vous prie de m'en excuser. Si vous voulez qu'on rassemble les demandes. Voilà. Bonne journée à vous. Vous savez qu'il y a le salon dans la magnifique salle des Greniers Saint-Jean. Vous êtes attendus. Et cet après-midi, nous avons également une conférence qui est à 15h30, je crois. 15h30 avec monsieur Bertrand Turc qui nous parlera de l'histoire de sa famille et des colporteurs fleuristes de Loisan. Donc, venez, vous aurez là aussi une conférence passionnante à entendre. Bonne journée.